Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer le jeu Tetris avec le langage de programmation Python. Il y aura la possibilité de voir la prochaine figure, le score ou encore le level qui va augmenter au fur et à mesure que vous progresserez dans le jeu. Créons tout d'abord un dossier Tetris. Et dans ce dossier, nous allons créer un autre dossier Assets, dans lequel nous allons mettre les images qui seront utilisées pour créer les différentes figures. Vous trouverez les liens pour télécharger ces images dans le premier commentaire. Ensuite, nous allons créer le fichier qui va contenir notre code source qui va s'appeler main.py. Le .py est l'extension qui permet de préciser à l'éditeur de texte que notre fichier contient du code source Python. Je vais ouvrir le dossier avec Visual Studio Code qui sera l'éditeur de texte utilisé pour créer le jeu. Vous pouvez utiliser PyCharm, Sublime Text, tout dépend de vos préférences. La bibliothèque Pygame qui sera utilisée n'est pas intégrée dans Python. Pour l'installer, nous allons aller dans le CMD et nous allons taper pip install le nom de la bibliothèque Pygame. Dans mon cas, vu qu'il est déjà installé, le téléchargement ne va pas commencer. Il y aura un message disant que la bibliothèque est déjà installée. Dans le code source, nous allons commencer par importer les bibliothèques qui seront utilisées, en faisant import pygame et import random. Nous allons ensuite initialiser la bibliothèque pygame grâce à sa fonction init. Elle permet de démarrer tous les modules nécessaires au jeu pour l'affichage, le son, ainsi de suite. Déclarons les constantes qui seront utilisées dans le jeu, telles que width et height, qui représentent la largeur et la longueur. Nous allons déterminer le nombre d'images par seconde dans la variable FPS, qui sera à 35. Plus la valeur est élevée, plus le jeu va paraître rapide. Mais 35 semble équilibré pour qu'il ne soit pas trop rapide ou trop lent. Vu que le jeu sera constitué d'une grille contenant plusieurs cases, nous allons mettre la taille de chaque case dans la variable cell, qui sera à 20. La variable rows permet de calculer combien de lignes notre plateau peut contenir. On peut prendre la hauteur qui est de 500, on enlève le 120 pixels pour conserver un espace en bas qui sera utilisé pour afficher le score, et puis nous allons diviser par la taille de chaque case, donc par la variable cell. Et pour les colonnes, nous allons diviser la largeur de la fenêtre par la taille d'une case. Nous allons maintenant définir quelques configurations pour le jeu et nous allons commencer par la variable screen qui va contenir pygame.display.setMode. Cela permet de créer la fenêtre du jeu principal et en argument, on fournit les variables qui contiennent la taille de la fenêtre qui est width et height. Width, comme on l'avait dit, pour la largeur et height pour la hauteur. À la variable clock, nous allons affecter pygame.time.clock. Cela sert à contrôler la vitesse du jeu, donc le nombre d'images par seconde. Et nous avons pygame.display.setCaption, entre parenthèses, une chaîne de caractères, et cela permet de définir le titre de la fenêtre du jeu, qui ici sera Tetris. Quand j'exécute, j'obtiens une erreur parce que j'ai oublié des parenthèses lorsque j'ai défini la taille de la fenêtre avec setMode. Donc j'ajoute des parenthèses à cet endroit. Nous pouvons voir sur la console Hello from the Pygame Community. Cela veut dire que Pygame s'est exécuté sans erreur. Nous allons maintenant définir les couleurs qui seront utilisées dans le jeu. Sur Pygame, les couleurs sont représentées par des triplets RGB, rouge, vert, bleu, chacun variant entre 0 et 255. Donc pour la couleur noire, nous aurons 0, 0, 0. Pour la couleur blanche, 255 partout. Pour la couleur du fond du jeu, nous aurons 31, 25, 76 qui représente un bleu foncé. Pour la couleur grise, nous aurons 31, 25, 132. Pour la couleur verte, qui sera utilisée lorsque le joueur va gagner, nous allons utiliser le vert, 50, 230 et 50. Et pour la couleur rouge, qui va indiquer que l'utilisateur ou le joueur a perdu, sera le rouge.
qui correspond aux 252, 91 et 122. Nous allons utiliser un dictionnaire assets qui va permettre de charger et stocker les images qui seront utilisées pour représenter les blocs ou les pièces de Tetris. Nous aurons 4 clés et chaque clé aura une valeur qui va commencer par pygame.image.load et pour l'argument, nous allons donner le chemin qui correspond à l'image qui a été chargée. Vu que nous avons 4 images, 1, 2, 3, 4.png, on les charge à tour de rôle. Nous allons maintenant définir les polices d'écriture qui vont être utilisées dans le jeu pour afficher du texte. Pygame.font.sysfont aura pour argument Verdana, 50 pour créer une police Verdana avec une taille de 50 pixels. Donc le premier argument, c'est la police correspondante et le deuxième argument, c'est la taille de la police en pixels. Nous définissons une fonction principale du jeu que nous allons nommer main et cette fonction va contenir la variable run qui est une variable qui contrôle la boucle du jeu. Tant que run est vrai, le jeu continue de tourner. Screen.fill permet de remplir l'écran avec une couleur de fond que nous avons déterminée dans la variable bgcolor. Elle efface l'ancienne image pour préparer la suivante, qui est la valeur affectée à la variable bgcolor donc elle ne change pas. Pygame.display.update permet de mettre à jour l'écran et afficher tout ce qui a été dessiné. Et nous avons clock.tick qui prend en argument le FPS pour définir le nombre d'images par seconde. Et enfin, if name égale à main permet de lancer la fonction main uniquement si le fichier est exécuté directement et pas importé, parce que nous pouvons toujours importer le main.py dans un autre script ou programme. Mais dans ce cas-ci, il sera exécuté vu qu'il est utilisé directement. Lorsque nous exécutons, nous pouvons déjà voir un résultat qui est pas mal, le titre de la fenêtre, mais il y a un bug. Et ce bug peut être corrigé en ajoutant quelques lignes de code. Nous allons utiliser la ligne for event in pygame.event.get pour récupérer tous les événements que l'utilisateur provoque, tels que appuyer sur une touche, bouger la souris ou fermer la fenêtre. On les parcourt un par un dans une boucle grâce à for. Et ensuite, on vérifie si l'événement est les clics sur la croix rouge de la fenêtre. Donc, on vérifie si l'utilisateur ferme la fenêtre grâce à ifEvent.type égale à pygame.kit. Si c'est le cas, nous allons arrêter la boucle principale while run en mettant la valeur de run à false, permettant ainsi de mettre fin au jeu. 6.exit permet de fermer complètement le programme Python. Pour cela, il va falloir importer la bibliothèque 6. Donc, je rentre au début de mon code source et je mets import 6. Maintenant, dès que j'exécute le programme, je vois que ma fenêtre marche très bien sans bug car il prend en charge les événements de l'utilisateur. Et nous pouvons même réduire la fenêtre ou la quitter en cliquant sur la croix rouge. La classe Shape représente une pièce de Tetris. Nous aurons par exemple le dictionnaire version qui va stocker toutes les formes, toutes les figures que nous allons utiliser, qui sont ici représentées par des lettres en majuscules. I, O pour le carré, le T pour la forme qui ressemble au T, le L pour la forme qui ressemble au L, ainsi de suite. Et nous le mettons dans un dictionnaire parce que les valeurs correspondent aux coordonnées qui permettent à la forme de faire une rotation, d'effectuer une rotation. Par exemple, pour la forme qui ressemble au I, il n'y a que 2 possibilités, la forme verticale ou bien la forme horizontale. Par contre, pour le T en majuscule, vous allez remarquer que cette forme peut avoir 4 différentes positions. Et pour la forme qui ressemble à un carré, qui ici est représenté par un O en majuscule, il ne peut avoir qu'une seule forme. Peu importe la direction que vous allez utiliser, il ne garde que sa forme de carré. Même si les formes sont représentées par des clés dans le dictionnaire version, nous utilisons quand même une liste shape qui va lister toutes les formes possibles. Pourquoi est-ce que c'est utile? C'est parce que dans le constructeur,
dans la fonction init de la classe shape, nous allons l'utiliser pour prendre au hasard un des 7 formes standards du jeu Tetris. Et si on veut ajouter ou retirer une forme, il suffit de modifier la liste. Nous allons maintenant définir le constructeur qui va initialiser une nouvelle pièce de Tetris avec toutes ses caractéristiques. Par exemple, self.x et self.y permet de définir la position initiale de la pièce dans la grille, donc donne les coordonnées de départ. Self.type permet de choisir au hasard un type de pièce parmi ceux que nous avons représentés dans Shape. Self.shape permet de récupérer les différentes rotations possibles dans la pièce choisie, donc dans le dictionnaire version. Self.color donne une couleur aléatoire à la pièce qui a été choisie et self.orientation définit l'orientation de départ. 0 représente la première position dans version, en fonction de la figure qui a été choisie par défaut. Nous allons créer une fonction image qui permet d'obtenir la forme actuelle du bloc en fonction de son orientation pour pouvoir l'afficher correctement. Donc self.shape va contenir toutes les rotations possibles, 0 degrés, 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés. Self.orientation indique quelle rotation est actuellement utilisée et return permet de renvoyer la forme exacte à afficher à l'écran. Nous allons créer une fonction rotate qui va permettre de changer l'orientation du bloc lorsqu'on appuie sur la touche pour le faire pivoter. Donc cette fonction permet de faire tourner la pièce ou la figure de Tetris car elle incrémente son orientation et lorsqu'elle atteint la dernière rotation possible, elle revient à la première. Donc elle passe de 0 à 90, de 90 à 180, ainsi de suite jusqu'à revenir à 0. Nous aurons une classe Tetris qui va gérer toute la logique du jeu. En gros, elle représente l'état actuel du jeu, les règles et ce qui se passe à chaque étape. Son constructeur contient 2 paramètres, rows et cols, et self.rows et self.cols permet de stocker le nombre de lignes et de colonnes de la grille du jeu. Self.score permet d'initialiser le score du joueur à 0 et le score augmentera chaque fois qu'une ligne est complétée. Self.level définit le niveau initial du jeu. Le niveau peut influencer la vitesse de descente de pièces. Donc plus le niveau est élevé, plus la vitesse du jeu sera élevée. Self.grid permet de créer la grille de jeu. Self.next initialise la prochaine pièce. Il sert à afficher la pièce suivante pour le joueur. Self.end qui est à false indique si le jeu est terminé et si une pièce ne peut pas apparaître sans collision, self.end sera mis à true. Self.newShape crée la pièce courante, self.figure, et la prochaine pièce, self.next. C'est une méthode qui garantit que le jeu commence avec une pièce sur la grille et une autre en réserve. La fonction makeGrid permet d'afficher les lignes de la grille pour visualiser les cases et aider le joueur à placer les pièces correctement. J'ai créé une instance du jeu avec la classe Tetris et je fournis comme argument 5 et 0, juste pour un test. Et puis toujours dans main, j'appelle la fonction makeGrid pour dessiner la grille du jeu Tetris à l'écran. Enfin, je peux lancer le jeu pour voir le résultat. Comme j'avais mis 5 lignes, nous pouvons voir les 5 lignes. Et maintenant, nous allons remplacer les arguments par les variables rows et cols qui contiennent le nombre de lignes et des colonnes que nous avions définies au début. Voilà à quoi va ressembler notre grille pour le jeu. Nous pouvons passer à l'étape suivante. Nous allons créer une fonction newShape. En résumé, quand une pièce atteint la dernière ligne, la fonction newShape permet d'appeler la prochaine pièce. Nous allons appeler cette fonction dans le constructeur de la classe Tetris en faisant self.newShape. Nous allons utiliser une boucle for pour parcourir toute la grille pour que chaque case qui contient un bloc figé récupère l'image correspondant à sa couleur, dessine cette image sur l'écran à la bonne position et trace un contour blanc autour pour la visibilité.
Donc toutes les pièces déjà tombées et figées sont visibles dans la grille. Nous pouvons voir cet effet en exécutant. Mais tout d'abord, nous allons corriger une erreur. L'erreur se trouve dans la fonction image. Self.orientation ne doit pas être entre les parenthèses, mais entre des crochets. Si on exécute cette fois-ci, nous pouvons voir que des figures figées apparaissent dans notre grille. Il faut aussi modifier ce code source et changer I à la place de J pour que les figures commencent tout en haut de la grille. Nous allons maintenant créer une fonction collision dans la classe Tetris pour vérifier si la pièce actuelle entre en collision avec autre chose, soit les bords de la grille, soit avec des blocs déjà figés, des blocs de figures déjà figés qui atteignent le bas de la grille. Nous allons ensuite créer une fonction moveDown qui sert à faire descendre la pièce actuelle d'une case et à gérer ce qui se passe si la pièce ne peut plus descendre, donc en cas de collision avec le bas de notre grille. Nous créons une variable counter dans la fonction principale et il va servir de compteur. Et nous créons aussi une variable move qui va contenir true comme valeur. Vu qu'il y a une boucle while, c'est un compteur qui augmente à chaque boucle du jeu. Il sert à déterminer quand la pièce doit descendre automatiquement. Si ce compteur est supérieur ou égal à 15 000, alors nous allons réinitialiser le compteur après un grand nombre pour éviter qu'il devienne trop grand. Simple sécurité pour éviter un overflow. Si move est différent de false, on vérifie si le mouvement automatique est activé dans le code. Donc si move égale à true, par défaut, dans ce cas-là,
Le code qui vient après sera exécuté. Avec ifCounter pourcentage FPS divisé par tetris.level, on contrôle la fréquence de descente automatique parce que le FPS fournit le nombre de frames par seconde, tetris.level le niveau actuel du jeu. Plus le niveau augmente, plus le diviseur augmente, et plus la pièce tombe plus vite. Il faudrait que le level soit au départ égal à 1 pour que le jeu puisse fonctionner. Nous allons ajouter le code suivant pour éviter qu'il y ait plusieurs figures sur la grille. Maintenant, il y a une seule figure, le problème est corrigé. Nous allons créer la fonction left et la fonction right qui va permettre aux joueurs de déplacer la figure de Tetris. Et la fonction freeFall sert à faire tomber instantanément la pièce actuelle jusqu'à ce qu'elle atteigne le bas ou rencontre un bloc figé. Ce mouvement sera possible avec la touche espace que nous allons relier après. La fonction rotate va servir à faire tourner la pièce actuelle tout en vérifiant que la rotation ne provoque pas de collision avec le mur ou des blocs déjà figés. Le code suivant permet de gérer les entrées clavier du joueur pour contrôler la pièce dans le jeu. Elle détecte quelles touches sont pressées et appelle les fonctions correspondantes. Dans le cas de pygame.kLeft, nous savons que c'est la touche gauche qui a été pressée et après cet événement, nous allons exécuter la fonction qui est juste indentée après la condition, qui sera tetris.left. Nous modifions un peu la condition pour permettre à l'utilisateur d'appeler la fonction freeFall lorsqu'il appuie sur la barre espace. Donc, une fois que c'est fait, la pièce tombe instantanément jusqu'au bas ou jusqu'au bloc figé. Ici, nous mettons bloc call pour permettre aux figures de ne pas dépasser les limites de la grille à gauche et à droite. Donc, remplacer bloc row par bloc call.
indentant une partie du code et permettant à l'utilisateur de quitter le jeu une fois qu'il appuie sur la touche Key. Grâce à Pygame.noFrame, nous enlevons la barre qu'il y a au-dessus de notre fenêtre pour permettre à l'utilisateur de quitter les jeux seulement par la touche Key. La fonction freeze permet de figer la pièce actuelle dans la grille une fois qu'elle ne peut plus descendre et à préparer la prochaine pièce. C'est une fonction clé qui relie la chute des pièces et la gestion du score. Pour éviter qu'il y ait un bug, nous allons ajouter les lignes de code suivantes.
La fonction Remove Row permet de supprimer les lignes complètes du jeu. Elle parcourt la grille ligne par ligne pour identifier celles qui sont complètement remplies. Et quand une ligne est pleine, elle est retirée de la grille. Cela ne marche pas parce qu'il faut corriger une erreur dans le code. Il suffit d'indenter cette partie pour que les lignes complètes puissent être supprimées automatiquement.
Maintenant, ajoutons le code qu'il faut pour afficher la figure suivante. Il ne reste plus qu'à afficher le score et le level en cours.